Bonjour tout le monde, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Hier, on a fait la conférence tant attendue sur la location meublée et le régime réel avec Stéphano Desmaris qui gère le site jedéclaremonmeublé.com. Donc c'était vraiment voilà, une conférence qui était très attendue. On a vu des points particulièrement importants, comment calculer l'amortissement, comment calculer la valeur du terrain, comment ça se passe quand on passe du nu au meublé? Est-ce qu'on peut corriger sur les dernières années? Est-ce qu'il faut faire un formulaire POI quand on fait du Airbnb? Comment faire pour mettre les frais de notaire, le prix d'acquisition et donc avoir un plus gros déficit? On a parlé des nouvelles mesures pour 2024. Donc voilà, c'était des conférences très attendues. J'ai des centaines de questions. Donc ce que je vous propose avec l'accord de Stéphano, c'est de vous mettre quelques extraits pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Donc allez sur le site dans la rubrique formation, vous la retrouvez ici avec le lien à la fin pour visionner le replay en entier. Je vous rappelle que c'est une conférence payante, hein. Des conférences là c'est réservé aux abonnés du site et c'est normal, il y a une qualité qui est derrière. Mais là, voilà, certains voulaient voir quand même à quoi ça ressemble avant de passer le pas et puis voir un peu des moments importants. Donc je vous en mets quelques-uns et puis j'espère que vous apprécierez et que ça vous donnera envie d'aller regarder la conférence en entier. À bientôt tout le monde. Ce qui est vraiment très important et que aussi, encore une fois, un tas des prospects qui viennent nous voir laissent toujours un peu le sujet de côté, c'est les frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, facilement, on est à 10% de la valeur du bien. En fait, ça écrase mon résultat fiscal de la première année. Et comme mon déficit il est reportable pendant 10 ans, bah, il faut vraiment, et là pour le coup c'est sans aucun doute que, là, si je fais un investissement locatif pour le LMNP ou LMP, bah, la date de début d'activité, ce soit le jour où j'étais au notaire en train de signer. Parce qu'en fait, c'est ce jour-là où je démarre quelque part l'activité de loueur en meublé. J'achète le bien et c'est là où je vais devenir loueur en meublé. Et j'ai 25 000 euros dans ces cas-là en termes de frais d'acquisition. Et après, j'ai ces amortissements de 8 750 euros qui sont reportables indéfiniment en plus dans le temps. Donc, voilà, vous voyez les cas. Je ne vais pas passer plus de temps vu l'expertise des électeurs. Mais c'est une bonne remarque quand même. Moi, c'est un moyen que j'ai de détecter quand c'est un mauvais expert comptable qui est passé dessus. C'est quand je vois des gens qui ont acheté un bien et qui la première année ont un tout petit déficit. Tu vois, il y a un problème, le gars il a oublié d'enlever les frais d'acquisition. C'est systématique. Donc tu fais bien de le noter, c'est effectivement un... Non, mais si on dérive un peu, on peut beaucoup dériver sur ça. Ouais. Ce qui nous arrive très souvent, c'est la personne qui achète un bien en fin d'année. Il achète un bien pour faire un investissement locatif en novembre. Et c'est tout bête, hein, mais déclaration fiscale par année. Et bon, mis à part quelques comptables qui vont vraiment créer une usine à gaz, mais la plupart du temps, j'ai une année civile qui va de janvier à décembre, pardon, une année fiscale, excuse-moi, qui va de janvier à décembre. Donc, il faut que je fasse une déclaration, si je suis au régime réel, qui va allez, j'ai acheté au 15 novembre, du 15 novembre jusqu'au 31 décembre, et je déclare l'année d'après. Ils regardent ça, ils parlent avec nous, et c'est vrai qu'en fait, nous, c'est une liasse fiscale à produire, donc 249 euros en essentiel, 149 en intégral. Cette personne-là, elle s'est dit, ah non, je vais pas payer 249 euros pour un mois et demi. Oui, mais il y a 26 000 euros de frais d'acquisition que tu vas les perdre si tu es au micro cette première année. Et en fait, le micro, il y a zéro coût, juste très simplement rempli. Mais la première année, j'ai jamais intégré les frais d'acquisition dans mon bien, quoi. Enfin, et l'autre question avant qu'on avance, alors on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite, c'est toi qui nous dis dans ta présentation, mais j'étais entendu dire qu'on calculait l'amortissement selon la valeur au moment T, c'est-à-dire au moment où on commence au réel. Voilà. Est-ce qu'on la garde pour plus tard, celle-ci, ou pas? C'est-à-dire tous les gens qui se disent j'ai reçu un bien, ça fait 10 ans que je le loue en vite, je le passe en réel. Est-ce que je me base sur la valeur aujourd'hui ou est-ce qu'on repart en arrière, etc. Non, mais ça, je pense que on va pas tacler tous les scénarios là, mais de manière générale, la valeur du bien à la date du début d'activité. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il faut imaginer le régime réel comme étant
quelque part micro-entreprise du particulier qui a une date qu'elle a démarré et cette activité de location en meublé. Et c'est lors de cette date de début d'activité que le bien il commence à amortir. Donc, si je passe, par exemple, du vide au meublé, la date du démarrage de l'activité du meublé, c'est quand j'arrive à justifier que je deviens un loueur en meublé. On va rentrer dans les détails un peu plus tard. Si je passe du régime micro au réel, j'ai toujours été un loueur meublé, j'ai amorti, mais au début j'étais au micro, mais c'est depuis la date de début d'activité. Et ça, c'est vraiment où je pense qu'il y a une expertise assez forte, même au niveau de nos conseillers commerciaux, sans rentrer vraiment dans le comptable. Eux, c'est leur quotidien de optimiser cette date de début d'activité sans rentrer dans quelque chose de très agressif vis-à-vis l'administration fiscale. Que moi, pour être transparent, hein, pour tout te dire, moi-même, je ne sais pas, puisque les experts comptables autour de moi, je les vois agir différemment. C'est-à-dire, si je te donne un exemple, imaginons, j'ai acheté un bien 100 000 euros il y a 5 ans, je l'ai loué vide, on va dire aujourd'hui, il vaut toujours 100 000 euros, tu vois, et je le passe en meublé. J'ai certains comptables, si je passe en meublé au réel aujourd'hui, ils vont calculer l'amortissement sur une base de 100 000 et tout amortir comme tu m'as marqué là, 25 ans, etc. J'en ai d'autres. Ils vont me calculer l'amortissement comme s'il avait commencé il y a 5 ans quand j'ai loué en vide. Et ils vont dire, là, tu as déjà perdu ces 5 premières années, donc on entame comme si c'était la 6e. Et donc, tu vois, chacun fait sa petite sauce comme ça. Et du coup, j'étais curieux d'avoir un peu votre opinion là-dessus. Tu vois, chacun fait sa tambouille. Donc Non, là, c'est vrai qu'il n'y a pas de doute. Si on rentre dans le détail pour les amortissements, donc, qu'est-ce que j'amortis? Tous les gros travaux que je fais, toute la valeur des locaux et tout le mobilier. Donc, par exemple, j'ai un bien de 100 000 euros valorisé à l'achat ou au moment de démarrage de mon activité à 100 000 euros, je pourrais amortir par composant ce bien-là. Comment ça se passe? Je prends ces 100 000 euros de valeur de bien, je le décompose en toiture, électricité, étanchéité, aménagement intérieur et grosseur, et par terrain. Et pour chacun de ces éléments-là, je vais l'amortir. Toiture sur 25 ans, électricité sur 30 ans. Donc là, on est vraiment dans la approche comptable de la valeur d'un bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bien dans l'actif de mon activité. Donc, je suis une personne physique qui a créé une activité de loueur en meublé. Et dans cette activité, j'ai dans l'actif de cette activité, en tant que bien dans cette activité, j'ai les locaux que je loue en meublé. Et donc là, je vais décomposer et amortir. Donc on parle bien Thibaut. Pour moi, c'est clair, oui. Une question qui me revient souvent à ce niveau-là, c'est sur ton bien, par exemple, de 100 000 euros, comment tu juges ce que vaut le terrain, ce que vaut la toiture, ce que vaut... Parce qu'après, diviser sur 25, c'est facile. Mais voilà, qu'est-ce que je mets dans le terrain? Est-ce que je mets 50%? Est-ce que je dois faire une estimation? Voilà, c'est... Très, très bonne question. Puisqu'on l'a vu très récemment avec un article complet que je vais mettre dans le chat. J'explique comment voir si on en a eu en... Alors, c'était la vente d'un bien avec déficit foncier, mais ça marche pareil pour le passage au meublé. Donc, effectivement, on a un petit redressement qui arrive. Qui n'est pas très grave d'ailleurs, hein, puisque là, il redresse, mais il le requalifie en fait en déficit provisionné sur du vide. Ok. Quand tu demandes, donc en fait, c'est presque un avantage. Ok, il y a le redressement, mais si tu rachètes un bien vide derrière, tu vois, tu peux l'utiliser. Donc là, ok. Donc j'envoie l'article. Donc ça, bon, premier biais, mais qui est pas trop gênant, j'ai envie de dire. Et ne pas avoir pris un engagement, copier en même temps. Pas de Pinel ou pas de choses comme ça, quoi.
Ouais, exactement, exactement. Je copie en même temps ton lien pour lire Ouais, après. je te renverrai, t'inquiète pas. Voilà. Et pas d'impôt sur la plus-value ni de paiement de droits d'enregistrement. Ok. Mhm. Les démarches, ça c'est vraiment le quotidien de nos équipes commerciales. Je dois avoir un numéro SIRET. Et là, très très important que je sois au micro ou au réel. Ah ouais, même les petits Airbnb, tout le monde, quoi. Tout le monde, parce qu'en fait, c'est Ah ouais, pas une ok. activité civile. Le art meublé, c'est une activité commerciale. Activité commerciale demande d'avoir un SIRET. Alors du coup, parce que moi, je peux te sortir 10 000 noms de personnes qui font du Airbnb et qui n'ont pas de SIRET sur demande, là. Alors que fait le fisc, là, du coup, parce que... Je ne sais pas si tu as vu, mais dans la déclaration de biens immobiliers là, de cette Mhm, année, ça a ouais. commencé à apparaître. Ah ouais, du coup, ils vont s'en rendre compte comme ça. Et ça va venir. Ça va venir. Je pense qu'il ne sert pas trop la vis parce que voilà, et surtout là, en année JO, bon. Mais, Ouais, en plus, oui. mais alors, c'est hyper simple en soi, en fait, pour faire ça. Mais c'est vrai que, ouais, pour sa location de 10 jours sur Airbnb, ouais, on ne sait pas. Et Airbnb aussi commence à attirer la vie là-dessus. On est assez. Mais je vois par exemple, au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu, ils le demandent. Quand tu mets un revenu Airbnb ou en cas 5ND, ils demandent le SIRET, mais tu peux tout simplement passer cette rubrique, tu vois, en disant j'en ai pas, quoi. Et Ouais. donc, ils sont capables d'identifier tous ceux qui ont une case 5ND remplie et pas de SIRET. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je me fait. demandais du coup, est-ce que c'est vraiment obligatoire et quels sont les risques? Parce que pour l'instant, ils le laissent passer, quoi, entre guillemets. Ouais, alors, qui j'ai vu, je pense que c'est l'SEO de New York. Mais enfin, c'était un truc complètement random. Un client, enfin, un prospect qui est venu nous voir, qui nous dit, j'ai reçu cette lettre du SEO. Et je pense qu'en fait, comme ils l'ont pris, c'est pas. En fait, je pense qu'ils l'ont pris via le notaire. Ok. Mais voilà, bref, enfin, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Et pour ta question de c'est quoi les risques si on fait pas, je pense que c'est la CFE en fait. C'est la CFE. Ok. Ouais. J'avais une autre question. Bon, j'ai la réponse, mais je te la pose quand même. Quelqu'un qui, voilà, voit la conférence, utilise ton simulateur et se rend compte qu'il devrait être au régime réel depuis 2-3 ans, alors qu'il était au microbic. Yes. Est-ce que, parce que moi je fais beaucoup de corrections en arrière, hein, Yes. c'est un peu la spécialité du site. Est-ce qu'on peut faire ça sur du meublé aussi? Tout à fait. Donc, alors, ce qui arrive dans ces cas-là, je vais ajouter une précision, c'est la personne, en fait, elle est même pas inscrite au SIE, elle n'a pas de SIRET. C'est le plus classique. Nous, on appelle ça le micro sans SIRET. C'est juste déclaré. En fait, ce qu'on fait là dans ces cas-là, on va dans le site de l'INPI, on met date de début d'activité au moment de l'achat du bien ou au passage du bien. Et donc là, on existe auprès du SIE, on fait nos liasses, et on corrige et on est au réel. Je ne te dis pas qu'on n'a pas eu des clients qui ne sont pas fait rétoquer. En fait, qui peut crier, en fait, il y a les deux qui peuvent crier, mais soit les SIP, soit les SIE. Mais c'est vrai qu'ils peuvent se dire, ça nous a déjà arrivé, je vois ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train vous avez découvert le réel et vous voulez ne plus payer d'impôts. Mais en soi, on est dans la légalité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans la correction de mes impôts, je ne savais pas et je m'inscris en fait. C'est juste, je n'étais pas au courant, quoi. Oui, puis le seul risque quelque part, c'est qu'ils refusent, quoi. Genre, si vraiment ça se passe mal. C'est ça. Et après, une question. Donc, ça, on l'a vu, le formulaire POI, ça, c'est très bien. Oui, on n'a pas parlé des gens qui font du Airbnb, enfin, qui font du microbic et qui sont en indivision, du coup.
100% interdit. Voilà. Le risque, c'est les amendes sur les liasses non déposées. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Est-ce que il y en a qui disent ouais, mais bon, on met le Airbnb que sur une personne et c'est versé sur le compte de la personne. Est-ce que ça suffit à ton sens ou tu veux parler rapidement de ce qui change en 2024 ou ce sera un PLF? Très rapidement, puisque au final, ça a été, on va dire que quasiment tout a disparu avec le 49.3. Si on peut simplifier. Ouais, alors je pense que première chose, c'est pas fini. Il y a Sénat, il y a retour en fait c'est commission multipartisane, CMP. En gros, il y a Sénat, une sorte de le Sénat certainement il va apporter des modifications. Et s'il apporte des modifications, il y a une commission mixte partisane entre Sénat et Assemblée nationale. On se met d'accord et après, ça arrive. Donc, d'ici le 31-12, il y a encore des choses qui peuvent venir. Aller toucher aux fondamentaux du LMNP, le gouvernement ne voulait pas. Jean-René Cazeneuve, il a dit mot par mot que non, Bruno Le Maire aussi. Mais tout ce qui est Airbnb, ce qu'on entend dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat, c'est qu'il y a toujours des choses qui peuvent se passer. Ce que s'est passé là, c'est le micro pour le meublé de tourisme classé, ça s'est pris une... Celui-là, on est d'accord. Lui, les 71%, là, c'est fini.